Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Et justement, on est en pleine maturité spirituelle ici, en plein discernement d'un esprit de contrôle. Depuis hier, on a commencé à parler de ce que j'appelle ici un esprit de contrôle ou l'esprit de Pharaon. J'ai utilisé le personnage biblique de Pharaon de l'époque de Moïse. Il y en a eu deux à cette période-là de l'histoire. Mais au moins, le titre de Pharaon s'est manifesté à cette époque-là au travers d'un certain genre de comportement, des agissements que j'appelle ici un esprit de contrôle ou un esprit de contrôle de type pharaonique. Et je commence à expliquer ce que ça voulait dire, l'esprit de contrôle, un esprit de contrôle et d'exploitation des autres, mais qui est basé sur la peur et l'orgueil que l'individu a. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on apprenne ensemble comment on reconnaît cela dans la société. Comment on reconnaît cela en soi-même déjà, comment on le reconnaît dans un individu et comment on reconnaît l'opération. Je voudrais qu'avec 5 éléments, on soit capable de s'évaluer soi-même, d'évaluer son entourage, d'évaluer les autres et de voir s'il s'agit réellement de ce qu'on appelle ici ensemble l'esprit de Pharaon. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Je voudrais lire avec vous Exode, chapitre 5, versets 2 à 8. Ça ne sera pas long. Pharaon répondit. Vous voyez maintenant, on commence à l'appeler Pharaon. Au début, on l'appelait le roi d'Égypte. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de ses travaux? Allez à vos corvées. » Pharaon dit, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aient eux-mêmes ramassé de la paille, et vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, sans en rien diminuer, car ce sont des paresseux. » Voilà pourquoi il crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Il y a une chose que j'ai appris avec le temps dans le leadership. Être un leader, c'est être fondamentalement quelqu'un qui va décevoir. On ne parle pas de leadership ici aujourd'hui, mais être un leader, c'est fondamentalement être quelqu'un qui va décevoir. Vous ne pourrez pas rallier tous les vœux et les souhaits des uns des autres. En essayant de rester juste devant la cause, de tenter de servir une cause que l'on identifie comme étant noble selon soi ou selon les règles de la nation ou les règles de la société ou de l'entreprise, sachez-le bien que sur le parcours de l'accomplissement de la vision, vous créerez toujours des gens qui soient déçus. Pourquoi je mets ça en avant? Parce que je viens de voir comment Pharaon regarde le peuple d'Israël qui vient se plaindre et il dit « ils sont paresseux ». Son analyse de la situation, c'est qu'il considère que le peuple d'Israël vient réclamer et dit aller dans le désert pour adorer leur Dieu. Ça, ce n'est qu'un prétexte. En réalité, c'est parce qu'il y a de la paresse. Alors pour ça, il prend une décision. Il va multiplier l'effort. Il dit qu'ils aillent chercher eux-mêmes, on les livre plus. Apparemment, on leur fait du bien, on leur donne un peu, déjà, la matière première pour qu'ils continuent le travail. Et là, ils veulent nous inventer une histoire d'aller prier. On va rendre ça encore plus difficile. Et en tant que leader, on est souvent confronté à prendre des décisions aussi complexes et aussi difficiles. Quoique Pharaon apparaît comme le méchant dans cette histoire, j'ai voulu quand même soulever le fait qu'on s'imagine à la place de Pharaon. Et ce n'est vraiment pas facile. Sachez qu'aujourd'hui, j'aimerais apprendre avec vous comment on reconnaît un esprit de contrôle. Pharaon est décrit depuis hier comme étant une personne qui a ce genre de contrôle manipulateur. Il exploite les gens. Pourquoi tout ça? Parce qu'en lui, il y a de l'insécurité, la peur de perdre, ainsi que de l'orgueil. Motivé par ces deux choses, il commence à contrôler et à manipuler les gens.
Ici, il a peur de perdre des serviteurs, des esclaves qui sont en train de construire. La seule chose dont il se souvient, lui, ici, c'est qu'il le préoccupe. Il dit, ce peuple est si nombreux et vous allez le détacher de ses travaux. Au début, on vient juste lui dire, écoute, non, on veut juste aller adorer. Il dit, adorer où? Où? Non, non, pas dans le désert. Non, 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 non. Le peuple est nombreux, comme ça, je veux perdre des travailleurs. Je veux perdre de la ressource humaine. Bon marché comme ça. La peur de perdre. L'insécurité intérieure de se dire, je sais pas comment ça va, je sais pas si on va m'aimer, je sais pas. Cette insécurité intérieure, je l'ai dit la dernière fois, est la source principale d'un esprit de contrôle et de manipulation dans un individu. Mais j'ai promis aujourd'hui qu'on va devoir regarder quelques détails sur des caractéristiques, les choses qui nous permettent de reconnaître cet esprit en action. En action en nous, en action autour de nous, en action parmi nous. C'est important parce que quand je parle d'esprit de contrôle, je ne voudrais pas que vous regardiez quelqu'un d'autre qui est en train de vous contrôler, vous, et contrôler votre milieu. En tant qu'enfant de Dieu, chaque parole des Écritures nous concerne nous d'abord. Il s'agit d'être devant le Seigneur et devant l'Esprit de Dieu, de dire, est-ce que je suis contrôleur? Est-ce que je suis manipulateur? Est-ce que je tente de contrôler la vie des autres par peur de l'insécurité? Est-ce que je suis insécure? Alors, voici la première des choses que vous remarquerez dans un esprit de contrôle, dans quelqu'un qui est insécure et qui devient un contrôleur manipulateur. 1. Insécurité profonde. N'est-ce pas évident? Il a un profond sentiment d'insécurité. Il se dit souvent, je ne suis pas assez. On peut facilement me rejeter. On peut facilement me remplacer. Si on savait que je ne sais pas ceci, on risque de... au fond de lui, il ne se croit pas digne de ce qu'il est. Il est femme de quelqu'un, mais elle est femme de quelqu'un, mais elle continue à croire qu'au fond d'elle, elle n'était pas suffisante, elle n'était pas celle qu'il fallait. Et le mari a dû réduire ses critères pour l'avoir. Et elle a peur que les maris exposés à des femmes qu'elle considère être meilleures, qui iraient pour le mieux avec son mari, par peur, elle commence à contrôler ce mari. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, elle est insécure. Elle s'est dit, je peux facilement perdre ma place. Je ne suis pas assez. On peut facilement me rejeter. C'est parce que la personne a tellement dans sa vie cherché à acheter de l'amour, à acheter de l'attention. A toujours cru que si on l'aime, on lui donne la place et quoi que ce soit. Elle a dû faire une transaction avec ça. C'est au prix des compromis, c'est au prix des cadeaux. En fait, elle s'est dit, ce que je suis, je l'ai déjà obtenu par manipulation. J'ai peur que lorsque les gens ont les yeux ouverts, ils ne puissent me désavouer, me rejeter. C'est juste cette peur profonde d'insécurité. C'est dit, la personne se souvient, moi, vraiment, je n'ai pas vraiment beaucoup étudié. Demain, peut-être que pour cette fonction, ils voudront quelqu'un qui a mieux étudié. Donc moi, c'est un handicap de n'avoir pas étudié. Selon cette personne, malheureusement. Elle considère ça comme un handicap. Aussi dit, moi, tel que je sais que je n'ai pas bien étudié, donc je n'ai pas vraiment fini mes études, donc un jour, quelqu'un voudra prendre ma place. Cette personne devient manipulatrice au travail. D'autres se disent, moi, au fond, on ne sait pas vraiment, je suis là, mais si on savait vraiment que je n'ai peut-être pas aussi la vie de prière appropriée pour être responsable de l'intercession, mais bon, comme je suis le responsable de l'intercession quand même, mais il faut que je fasse tout pour contrôler les choses par peur que si on découvrait finalement, elle ne croit pas être assez. Elle prie, elle vit sa vie de prière en tant que responsable d'intercession, mais s'est dit, je pense qu'un responsable d'intercession, ça prie plus que ça jeûne plus que ça. Et le jour où on découvrira que moi, je ne jeûne pas autant, je ne prie pas autant, on risque de me prendre cette place. Elle se met à manipuler, contrôler, exploiter les autres. L'insécurité profonde. Êtes-vous insécure? Avez-vous le sentiment que, en fait, vous trompez les gens et que s'ils découvraient vos faiblesses et vos incapacités, ils ne vous aimeront pas comme ils vous aiment, ne vous considéreront pas comme ils vous considèrent. C'est pour cette raison-là que vous tentez de les gérer, pour que jamais ils arrivent à toucher à ce point-là de votre vie. Êtes-vous entouré de personnes insécures?
que vous sentez que chaque petite phrase que vous sortez de votre bouche est prise au second degré. Ah, tu penses que, alors que tu dis ça, ça signifie quoi? Ça signifie que toi, tu es meilleur que moi? Avez-vous déjà été avec quelqu'un d'insécure? Oh, c'est comme marcher sur des œufs. C'est désagréable. Les phrases doivent être contournées, transformées. Ouf, vous ne tournez pas la langue cette fois, là, vous passez à 80 000 fois. Parce qu'il faut savoir ce qu'il faut lui dire. Il faut savoir quand vous êtes avec une personne insécure, il faut même savoir comment s'habiller. Oh, si tu t'habilles comme ça, ça c'est ce que tu as porté. La mamie porte ça aussi. Tu sais, si mamie, tu as porté le même habit que mamie aujourd'hui. Oh, mamie, elle va te savonner. Ah, même les habits qu'on porte, je ne peux pas porter les mêmes habits. Comment moi je saurais ce que mamie allait porter? Juste parce qu'elle est insécure au fond d'elle, elle s'est dit, donc, si tu veux t'habiller, comment est-ce que tu veux prendre mon mari, donc tu veux prendre ma place? Avez-vous déjà eu des collègues insécures qui vivent dans une telle insécurité qu'ils ne savent même pas partager les informations, partager les contenus qu'ils doivent partager? Non, mais pourquoi moi j'étais censé te dire, on est ici chacun pour soi. Si tu me donnes l'information, je ne prends pas ta place. L'insécurité profonde caractérise quelqu'un qui finit par développer un contrôle manipulateur. 2, la peur. Ce n'est pas une forme de peur naturelle que nous tous nous avons. Quand quelqu'un est sur le point de devenir manipulateur, ça lui vient d'une peur. Quelque chose dans sa tête lui dit, je vais être quitté. J'ai peur qu'on me quitte. Je vais être remplacé. C'est fait, on va me remplacer. Quand vous entendez son discours, c'est comme si quelque chose lui garantit avec certitude que l'issue sera négative. Ah, est-ce qu'on va encore me respecter, moi? Hein? Si une telle chose arrive, est-ce qu'on me respectera? S'ils comprennent qu'au début, moi, en réalité, s'ils savent où est-ce que j'ai grandi, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont me respecter? Est-ce qu'on me respectera en tant que manager ici, si on sait de quelle famille je viens? Pourquoi tu peur de tes origines? Pourquoi tu peur de ton histoire? De telles personnes ont tellement peur qu'on les quitte, tellement peur qu'on les remplace, tellement peur qu'on les diminue, tellement peur que leur image ne soit pas bien reçue, que ça finit par devenir un contrôle. Elles vont donc gérer leur image. Ils vont le faire passer sur Photoshop 1001 fois pour être sûrs qu'ils sont vus comme elles voudraient être vues et non pas comme elles sont. La peur. Avez-vous peur de quelque chose? Je ne parle pas d'avoir peur de prendre les risques ou quoi que ce soit. Je parle d'avoir peur de perdre des relations, peur de perdre de l'amitié, de perdre quelqu'un dans votre vie, que vous avez commencé à trouver des moyens, sans le lui dire, mais des techniques pour le maintenir. J'ai vu malheureusement, quelquefois, dans des réunions de femmes ou dans certaines annonces, les annonces sur des réseaux sociaux, des gens donnaient des astuces, expliquer sur TikTok, montrer aux dames, aux jeunes filles, voilà comment vous devez faire pour maintenir votre mari chez vous. Si vous ne voulez pas que votre mari vous quitte, voici les astuces qu'il faut faire. Pourquoi il devrait vous quitter déjà à la base? Ah non, vous ne savez pas, un homme, vous n'êtes pas la plus belle du monde, hein? Il y a toujours quelqu'un d'autre qui est plus belle que vous quelque part. Bien sûr que oui. Mais sur les critères de qui? Cet homme a choisi toi au milieu de cette compétition de beauté. Avez-vous peur? Ces genres de personnes se basent sur la peur que vous avez et vous vendent ces genres d'astuces. Peur, la peur que quelqu'un a de perdre justement une possession, ce qui est à lui comme place, comme fonction. La peur. Non, la première fois, cette personne a donné une idée, on a acclamé. La deuxième fois, la troisième fois, tu ne voyages plus avec nous. La délégation va pour aller voir l'autorité, tu ne viens plus. Pourquoi? Il a peur. Il commence, celui-ci a commencé comme ça, je crois qu'il veut sortir sa tête demain, c'est qu'il veut ma place. Il veut me tuer. Il veut me destituer. Il veut donner l'impression qu'il connaît mieux que moi. Pourquoi?
parce qu'il a donné la réponse différente, parce qu'il a donné un angle de vue exceptionnel, unique. La peur, il y en a partout. Il y en a chez des leaders politiques, dans l'entrepreneuriat. Il y en a dans l'Église. Oh, il y en a dans l'Église. Il y en a dans les leaders à l'Église. La peur qui finit par les conduire à un esprit de contrôle. Par peur de ne pas gérer son monde, il établit un système pour le contrôler. Il sait tout de tout le monde. Vous savez, il y a des fois des églises qui fonctionnent avec comme un service de renseignement. Tu as l'impression qu'ils ont carrément une sorte de FBI, je sais pas moi, des CIA ou un truc comme ça, où il sait tout de tout le monde et tous les petits problèmes de tous pour contrôler les systèmes. Il connaît les petits péchés et les confessions secrètes. Ouf. Troisièmement, caractéristique d'un esprit de contrôle. Justement, c'est le besoin de contrôle. Ça commence d'abord par l'insécurité profonde, puis ça va dans la peur, et puis ça devient un besoin de contrôle. Au début, il est juste insécure. Après, il y a cette peur qui monte, et puis après, la personne se dit, je pense que j'en suis arrivé au point où j'ai vraiment besoin de contrôler les choses. Je ne peux plus laisser les choses se faire comme ça. Il faut que je contrôle. Je ne parle pas des choses ni des événements, je parle des individus, des relations. Ils veulent contrôler les autres. Je dois empêcher que ça... je dois empêcher ça d'arriver. Je dois empêcher que ça arrive. Je dois empêcher qu'on me chasse. Je dois empêcher qu'on me quitte un bon matin comme ça. Je dois tout faire pour que jamais un bon matin... Moi, je ne me réveillerai pas un bon matin et puis on me dit qu'un homme m'a quitté. Moi, un homme ne me quittera pas comme ça. Donc, le pauvre monsieur qui ne sait pas qu'il y a un plan selon lequel on va être sûr qu'il ne quittera pas, va subir une manipulation à un niveau très élevé, bien échafaudé comme un système, une stratégie. Oh, je prie Dieu qu'il vous sorte des chaînes de contrôle que vous subissez. Il y a des gens qui sont des pantins, des marionnettes. On les tient et on les contrôle comme on veut. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne veut pas te perdre comme ami. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut te garder à côté de lui, que tu sois toujours en position de lui demander, de lui devoir. Parce qu'il considère que vous êtes amis parce qu'il a de l'argent. Donc, il ne peut pas vraiment te donner des moyens d'être libre de lui. Il a besoin de ta présence émotionnelle pour s'épancher. En même temps, il s'est dit, il ne peut pas te rendre totalement libre parce qu'il se donne la liberté de t'avoir quand il veut, comme il veut, parce qu'il a plus de moyens que toi. Donc, il n'a pas vraiment besoin que tu sois libre. Oh là là, c'est tendu le contrôle. C'est très tendu. Quatrièmement, après qu'il y ait insécurité, profonde peur, besoin de contrôle, il y a stratégie manipulatrice. Cette personne, après qu'elle ait manifesté cette insécurité, cette peur, ce besoin de contrôler, elle monte maintenant des stratégies manipulatrices. La manipulation ici, dans le contrôle, ce n'est pas anodin, ce n'est pas non réfléchi. Peut-être pas qu'on est échafaudé un plan, on s'est rencontré la nuit, on a éteint les lampes, on a allumé des bougies, on a travaillé en secret. Non, mais il y a un processus mental qu'on a enclenché et des systèmes, des actes qu'on pose régulièrement dont on en connaît bien avant l'impact et l'effet sur l'individu. On le teste, on voit lequel marche le mieux sur la personne et on commence à l'utiliser à sa guise plutôt au moment voulu. Ça devient des stratégies manipulatrices. Voici quelques stratégies justement manipulatrices que ces gens de personnes font. Parce qu'elles se disent comment faire pour que l'autre fasse comme moi je veux, sans forcément s'en rendre compte. Ils veulent te faire faire ce qu'ils veulent sans que tu t'en rendes compte. Dans ma vie, je me suis retrouvé de temps à autre entouré d'un esprit de contrôle léger. Et j'ai été, avec le temps, quand j'ai sursauté, ma femme elle me dit toujours combien je suis naïf. J'étais là, j'ai dit, oh Tom, comment tu as pu être naïf? Comment tu as fait ça? Vous savez, frère, quand quelqu'un qui a un esprit de contrôle échafaude son plan, c'est pour que vous ne puissiez pas le voir venir. Pas du tout. Au fond, ces personnes ne sont pas d'abord méchantes.
mais elles sont insécures, elles sont habituées. Cette façon de faire a été alimentée dès leur enfance. Mais malheureusement, en esprit de contrôle, je vous ai dit, quand on a la mentalité de contrôle, c'est le climat propice pour le diable, la sorcellerie, la force, la destruction. Derrière ce type de contrôle, vous êtes en train de faire quelque chose que le diable a toujours cherché à faire sur l'homme, le contrôler de cette manière. Voilà quelques stratégies de manipulation quand quelqu'un a un esprit de contrôle. 1. La culpabilisation. La culpabilisation. Quelqu'un qui a un esprit de contrôle est passé maître dans l'art de te culpabiliser. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu oses faire ça. Après tout ce que moi après la façon dont moi je me suis dépensé ici, la manière dont je fournis les efforts, après tous les sacrifices, tu me dis ça. C'est pourquoi dans la vie, ne prenez pas tout sacrifice. Ne dites pas oui à tous les cadeaux. Certaines personnes qui veulent te contrôler commencent d'abord par placer un dépôt qu'ils vont manipuler demain. Quand quelqu'un a un esprit de contrôle, il aime nous faire culpabiliser, nous faire ressentir que wow, on a mal fait, on aurait dû quand même, on est en tort. Ouf. Vous savez, quand quelqu'un est passé, il te regarde avec un regard sincère. C'est à moi que tu fais ça. Après tout ce que je fais pour toi. Vraiment, j'aurais dû m'en douter. Je ne pensais pas qu'un jour, toi, tu ferais ça. Mais tout ce qu'il a fait pour toi, là, il ne compte pas tous les autres maux qu'il t'a fait subir. Il veut que tu te souviennes qu'il avait payé ses frais pour toi. Il veut que tu te souviennes qu'il avait fait un grand sacrifice le jour de ton mariage. Il a sorti beaucoup d'argent, mais il ne veut pas que vous parliez du fait qu'il doit donner les ordres dans ta maison maintenant, celui qui décide qui tu reçois, qui tu ne reçois pas, parce qu'il avait contribué pendant le processus de votre mariage. Il veut te faire sentir que les actes de manipulation qu'il pose sont justifiables par toutes les bonnes choses qu'il t'a déjà données. Deuxièmement, elles utilisent la victimisation. Ces genres de personnes, qu'est-ce qu'elles ont? Elles se disent, tu me fais tellement souffrir. Tu vois que tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas vraiment. Elles veulent montrer que ton attitude les fait souffrir. Elles veulent te montrer que je souffre de ce que tu te comportes comme ça. Surtout au moment où tu essaies de te libérer de leur contrôle. C'est drôle parce que des fois même des personnes qui nous aiment sincèrement peuvent en arriver à un état d'esprit de contrôle comme ça. Vous verrez ça souvent, les mères se mettent à manipuler leurs garçons quand elles sentent qu'elles sont en conflit avec leur belle-fille. Elles se mettent à manipuler, culpabiliser, se victimiser. Tout ça parce qu'elles veulent elles veulent reprendre contrôle de leur enfant pour l'instrumentaliser contre la belle-fille. Oh, c'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir. En plus, elle fait ça avec la Bible à côté, en train de suivre une prédication. Juste après avoir suivi Teach, c'est pas beau à voir, franchement. Quand quelqu'un veut être contrôleur, il veut se victimiser pour qu'on ait l'impression que c'est lui qui souffre. Troisièmement, des menaces, des retraits d'amour. Quand quelqu'un veut utiliser des stratégies manipulatrices, il te menace de retirer son amour. Si tu fais ça, c'est que tu ne tiens pas à moi. Si tu fais ça, c'est que toi et moi, c'est fini. Si tu fais ça, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, chacun va vivre sa vie. C'est comme s'il te dit, je veux prendre ce que je t'avais donné. Il n'y aura plus de relations. Quand quelqu'un use des manipulations pour manipuler et contrôler les autres, il veut te faire sentir que la relation avec lui est très précieuse et ça va te coûter l'air de part. Et quatrième stratégie manipulatrice ici, c'est ce qu'on appelle, le terme est emprunté maintenant même par le français, mais c'est de l'anglais, de gaslighting. Le gaslighting, c'est le fait de donner à quelqu'un l'impression qu'elle exagère. On lui fait ressentir que, en fait, c'est toi qui es fautif. On lui fait ressentir qu'en réalité,
comment je vais expliquer ça? On fait un changement de rôle. C'est moi qui suis la victime, mais lui qui vient, qui est mon bourreau, me dit que ma réaction à moi est surmesurée, est démesurée. Je ne devrais pas. Je n'ai pas en fait le droit d'aller outre mesure. On dit plus si j'ai le droit de me fâcher, on dit que j'exagère. Même si on pouvait se fâcher, on se fâcherait un peu. Il est là à te faire sentir, non, tu exagères, tu es trop sensible, ce n'est pas ce que j'ai dit, non. Et en fait, tu entres dans un monde où tu te dis, j'ai rêvé ou je viens de sortir de cette conversation et c'est encore lui qui a raison. À partir de quel moment il a eu raison? Il dit, non, mais regarde comment tu réagis. Non. Est-ce que c'est pour ça que tu dois te fâcher comme ça? Qu'est-ce que j'ai dit de grave? Je vais vous parler des critères pour reconnaître quelqu'un qui a un esprit de contrôle. Cinquièmement, c'est le renforcement. Si ça marche, qu'est-ce que c'est que le renforcement ici? C'est que le fait que si ça marche, la personne est soulagée. Elle réutilise la manipulation encore plus. Pour reconnaître quelqu'un qui est manipulateur, vous verrez que cette personne, quand elle a réussi, quand ça marche, quand sa manipulation a marché, elle est soulagée, pas pour se dire, c'était juste pour cette fois-là. Elle renforce le système. Elle ajoute encore beaucoup d'autres éléments pour que la prochaine fois qu'elle va user des manipulations, ça soit déjà dans les entrailles du système qu'il veut développer. Êtes-vous manipulé? Êtes-vous contrôlé? Ou êtes-vous manipulateur? Ah non, pasteur, moi je ne fais pas ça vraiment dans l'idée de manipulation. Oh mon ami, on sortirait de cette affaire que si on est sincère. Moi qui vous parle, je ne vous dis pas que je suis du côté des victimes et que jamais m'est arrivé de retrouver en moi un esprit de contrôle, une façon de tenter de garder. Souvent, on voudrait par amour devenir... On confond deux fois amour et possession. On veut tellement garder les personnes qu'on aime. Mais je bénis Dieu pour toutes les fois où il m'a redressé. Par sa parole, par des amis ou par l'attitude, par la méditation, et que je me rende compte, Atoms, tu n'as pas ce droit-là sur la vie des gens. Tu n'en as pas. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils représentent pour toi, quel que soit ce qu'ils attendent de toi. Des fois, vous savez, des fois, les gens s'offrent à être contrôlés. Hein. Les gens sont des fois si naïfs qu'ils se laissent. Ils s'offrent, ils te donnent sa vie. Et que faites-vous de la vie des gens? Que faites-vous de la vie des gens quand ils se donnent comme ça à être contrôlés? Pasteur, que faites-vous de la vie des gens? Mon frère, ma sœur, chef d'entreprise, politicien, que faites-vous de la vie des gens? Les gens sont faciles à être contrôlés. Mais si vous entrez dans un esprit de contrôle, c'est difficile d'en sortir. Parce que le plaisir qu'on y prend, ça fait de Satan ce qu'il est devenu. Alors je vous en supplie, la repentance, c'est maintenant. Si le Seigneur pointe une chose dans votre cœur, n'attendez pas demain. Commencez à vous repentir sincèrement maintenant. Seigneur, dans mon cœur, tu sais, là où se trouve cet esprit, cette façon de réfléchir, cette manière de faire, comme un manipulateur. Aide-moi à en sortir définitivement. J'ai vu un manipulateur, une manipulatrice autour de moi. En regardant toutes ces choses, je comprends mieux. Aide-moi à en sortir. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse et à demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.